On va aborder maintenant une autre forme de communication de la part du Kremlin qui affirme que 4 attaques MS, donc 4 missiles longue portée, ont été interceptés la nuit dernière alors qu'ils se dirigeaient vers la Crimée. Pour nous rejoindre dans ce débat, Michel Polaco, expert en aéronautique, est avec nous et on va retrouver dans un instant Jérôme Garraud, notre envoyé spécial à Moscou. Avant cela, je vais simplement vous faire écouter ce qu'a dit tout à l'heure Maria Zakharova, qui, vous le savez, est une des porte-paroles du Kremlin. Maria Zakharova, sur cette d'attaque MS, si elle a bien eu lieu vers la Crimée, vous allez voir, pour elle, il est hors de doute que c'est le pont de Kertch qui était visé. Aujourd'hui, à la veille du 80e anniversaire de la libération de la Crimée, le pont de Crimée est à nouveau attaqué. Les préparatifs de cette attaque sont menés ouvertement, avec une bravade ostentatoire et avec le soutien absolument direct et sans faiblesse de l'Occident. Ces derniers jours, les forces armées ukrainiennes ont déjà utilisé plusieurs missiles ATACMS américains à longue portée, reçus secrètement il y a un mois pour attaquer la Crimée. Après Pâques, Kiev espère recevoir les premiers avions F-16 qui, selon les Britanniques, pourraient également être utilisés dans l'opération de destruction du pont de Crimée. Je tiens à avertir une nouvelle fois Washington, Londres et Bruxelles que toute action agressive contre la Crimée est non seulement vouée à l'échec, mais qu'elle fera l'objet d'une vengeance dévastatrice. Voilà, comme d'habitude, pour Maria Zakharova, c'est évidemment une attaque de l'OTAN, directement, à travers la main ukrainienne. D'abord, une question toute simple, Michel Polaco, parce que le Kremlin a affirmé d'ailleurs que 15 attaques MS avaient été détruites dans le courant de la semaine. Comment vous analysez, est-ce que ces attaques sont vraisemblables, et notamment la dernière, les 4 attaques MS sur la Crimée ? Oui, ces attaques sont vraisemblables, puisqu'on sait que depuis quasiment 2 mois, les Ukrainiens disposent de ces missiles qui leur ont été fournis par les Américains. Donc oui, c'est tout à fait vraisemblable. Maintenant, il est vrai que nous ne sommes pas, nous, en mesure de vérifier. Je pense que les Américains doivent avoir des moyens de surveillance qui doivent leur permettre de savoir combien de missiles sont partis, d'où ils sont partis, et éventuellement s'ils ont vraiment été détruits. Est-ce que ces missiles ont été tirés en gerbe, par exemple, là, sur la Crimée, ou est-ce qu'ils ont été tirés séparément ? Ça nous donnerait une petite indication sur une éventuelle attaque contre le pont de Kerch, parce qu'il est évident que le pont de Kerch sera plus facile à toucher avec une attaque en gerbe de plusieurs missiles que par un seul missile. Vous savez, la précision de ces missiles, elle est donnée pour être de 300 mètres à 9 mètres selon les versions, mais même 9 mètres pour attraper une pile de pont, c'est facile de passer à droite à gauche. Donc il est évident que si on tire une gerbe de missiles, on a plus de chances de toucher ce genre de cible qui n'est pas très facile à toucher en tir tendu. Alors que, évidemment, avec des avions qui bombarderaient, qui lâcheraient des missiles anti-piste ou anti-obstacle au sol, ce serait sans doute plus aisé, mais vous savez bien que les Ukrainiens, pour l'instant, ne peuvent pas le faire. Vous restez avec nous, Michel Polaco, parce qu'on va se rendre à Moscou pour retrouver notre envoyé spécial Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. On voit que le Kremlin communique beaucoup sur cette attaque, si elle a bien eu lieu, d'attaque MS. Pourquoi s'empresse-t-il de le faire autant ? Bonsoir, oui, c'est typiquement le genre d'événement sur lequel va communiquer l'armée russe. Alors, on prend quelques précautions évidemment. Je rappelle que cette nouvelle dont on parle est pour l'instant invérifiable de manière indépendante. Mais vous avez donc ces missiles qui auraient été abattus aujourd'hui. Et vous aviez aussi cet après-midi, pour vous donner un exemple, le ministère de la Défense, ici à Moscou, qui diffusait des vidéos, des images de chars américains Abrams attaqués puis détruits en Ukraine. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez souvent ici en Russie. À chaque fois, vous avez un double message adressé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire à l'Occident, le message est assez clair. Il s'agit de dire, regardez, ce matériel coûteux est inefficace et ne pourra pas changer le cours de la guerre. Le message vers l'intérieur, destiné donc à la population russe, là, il est un petit peu différent et vous avez raison, il y a une part d'orgueil là-dedans. On a remarqué ça de manière assez nette aujourd'hui avec un événement qui se déroule en ce moment d'ailleurs dans la partie ouest de Moscou, dans un parc en plein air. Vous avez une exposition avec des blindés français, des chars d'assaut américains, allemands qui sont exposés à la vue de tous. Donc des chars qui ont été capturés ou détruits par l'armée russe en Ukraine.
Et le commentaire du guide de cette exposition était là encore très clair. Il expliquait au public, regardez, les Américains, tous les pays européens coalisés n'ont pas pu défaire l'armée russe et c'est eux qui ont été mis en déroute par nos soldats. On a interrogé les moscovites qui viennent par milliers déambuler dans cette exposition. C'est la période des vacances en plus en ce moment en Russie. Et dans les réponses, on sentait chez les gens une certaine confiance retrouvée. Merci beaucoup Jérôme, merci à Vincent Pierron qui est derrière la caméra. Alors période de vacances, c'est la Pâque orthodoxe et puis on est à 5 jours, Général Richoux, du 9 mai et de son grand défilé patriotique comme chaque année. En tout cas on voit qu'il y a une obsession à vouloir dire que c'est l'OTAN et non pas l'Ukraine qui attaque directement. Bien entendu, et dans cette obsession, il y a une crainte, parce que sinon, il ne serait pas obligé de dire qu'il y a à peine les attaques MS ont-ils été reçues, que forcément, ils les ont tirées. Et ensuite, ils les ont détruits, parce que bien sûr, ils sont infaillibles, et donc ils ne peuvent pas avoir loupé leur objectif. Donc il y a une véritable crainte de ces attaques MS sur des objectifs de nature stratégique, parce que ça va quand même à 300 km. Là, on recule quand même la possibilité de tir d'artillerie de longue portée et de précision. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui leur fait peur. Alors savoir si ça a été sur le pont de Kerch, moi je dis, il manque de munitions, les Ukrainiens. Quand on est logique, si vous voulez, la gestion des ressources rares, ça c'est de la véritable économie, la gestion des ressources rares, c'est d'utiliser les munitions pour là où c'est utile pour le moment. Et là où c'est utile, c'est de desserrer les taux des offensives dans le nord. Donc taper sur la logistique, taper sur les centres de commandement, taper sur tout ce qui peut ralentir en direction à partir d'Avdiivka ou bien de Bakhmout vers l'ouest. Voilà. Donc je pense que s'ils ont des munitions à dépenser, ils le feront bien plus pour le moment dans ces directions où le front est quand même en déséquilibre, il faut le dire, où il y a des signes de faiblesse. Pas forcément de craquer, mais des signes de faiblesse, plutôt que d'essayer de les gâcher. Je ne crois pas qu'un attaque MS est capable de détruire le pont de Kerch. J'en doute fortement. Et d'abord, il en faudrait beaucoup. Et je ne crois pas que ce soit la priorité du moment. Et c'est ce que nous disait Michel Polaco. Il faut une attaque en gerbe. Je reviens vers vous, d'ailleurs, Michel Polaco. Que faut-il pour intercepter un attaque MS? Que faut-il, d'ailleurs, pour si on étend le débat, pour intercepter un Storm Shadow ou un Scalp, bref, ces missiles longue portée qui sont extrêmement efficaces? Alors c'est un vrai sujet, c'est très intéressant car c'est assez complexe. L'attaque MX, c'est un missile qui peut atteindre Mach 3, vous voyez la vitesse, et donc seul un certain nombre de missiles antimissiles, parce qu'il faut des missiles antimissiles, sont capables d'attaquer et de détruire ce genre de missiles. Encore faut-il être capable de les détecter à temps pour en attraper la trajectoire balistique et pouvoir les intercepter à la bonne distance pour le missile intercepteur. Or, vous savez que, par exemple, nous, la France, on possède des Aster 15 et des Aster 30 qui peuvent intercepter un missile jusqu'à une trentaine de kilomètres d'altitude. Les attaques MS montent à 50 et jusqu'à 100-120 kilomètres. L'attaque MS a une portée qui peut atteindre 300 km. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Alors maintenant, il y a aussi d'autres procédures intéressantes. C'est que les missiles antimissiles peuvent être brouillés ou peuvent être au contraire capables de résister aux leurres des missiles. Par exemple, l'Aster 15 ou l'Aster 30 ont des capacités qu'on appelle pif-paf qui leur permettent de faire des mouvements de trajectoire qui influent énormément sur la gravité et qui, pour d'autres missiles, les détruiraient en vol et qui, eux, sont capables de faire ça. Alors, les Russes ont des armes de ce genre-là, notamment les S-400, les S-500. Ils ont perfectionné leur matériel depuis une vingtaine d'années. Il n'est pas douteux qu'ils ont des capacités d'intercepter les missiles. N'oubliez pas qu'il y a 40 ans, les seuls qui possédaient une défense anti-missile balistique, c'était les Russes, autour de Moscou, que ça a été un grand débat parce qu'on considérait que ça rendait d'une certaine manière caduque la dissuasion nucléaire. Et l'un des grands débats et des grands traités qui ont été signés, c'était le traité anti-ABM, qui avait amené les Russes à supprimer leurs missiles balistiques, leur défense contre les missiles balistiques. Donc ce sont des spécialistes depuis très longtemps de la lutte anti-missiles balistiques. Donc ils ont des moyens, évidemment tout dépend ensuite de la quantité d'attaques MS ou autres missiles occidentaux qui seront tirés. Samantha de Bendern. Oui, je voulais réagir sur les paroles de Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui a parlé des 80 ans de la libération de la Crimée.
Parce qu'il faut savoir que la Crimée, comme une grosse partie de l'URSS, a été occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce que c'était que cette libération de la Crimée ? En effet, en mai 1944, les vrais habitants de Crimée, les Tatars de Crimée, ont été déportés, c'était la nuit du 18 mai 1944, 240 000 Tatars ont été déportés vers l'Ouzbékistan, vers la Sibérie. Beaucoup sont morts. Voilà la libération russe ou soviétique de la Crimée dont parlait Madame Zakharova. Et j'ai vraiment envie d'insister sur ça pour les téléspectateurs, parce qu'il y a toute cette légende sur... C'est pas une légende, c'est aussi une vérité sur le côté russe de la Crimée. Et en effet, après la Grande Catherine, la Crimée est rentrée dans l'Empire russe. Mais les habitants originels de la Crimée étaient les Tatars. Et cette libération, c'était la mort certaine pour des centaines de milliers de Tatars. Donc juste pour vraiment accuser de coup sur la Crimée et sa position aujourd'hui.